Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Vous allez suivre prochainement le webinaire, Valoriser la diversité linguistique. C'est un webinaire qui a été préenregistré. Il n'y aura donc pas de questions-réponses à l'issue de ce webinaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Madame Kremp. Bonjour. Alors, moi je suis Hélène Camargo. J'ai fait de l'anthropologie linguistique ou de l'ethnolinguistique. Je m'intéresse à des langues, des petites langues, des langues parlées en dehors de l'Europe. Et, je vois que vous avez une maison d'édition tout à fait particulière qui met en valeur des langues, des grandes langues, disons comme ça, des langues courantes, mais aussi, dans vos éditions, on voit des collections, on voit des livres qui donnent de l'espace également à des langues pas très courantes. Et donc, j'aimerais bien voir de votre part, d'abord que vous puissiez vous présenter un peu, et on commence donc ce dialogue et par les débuts de votre expérience en tant qu'éditrice. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé l'édition après un parcours dans les bibliothèques, mais un parcours un peu particulier puisque j'ai travaillé 9 ans à la Bibliothèque nationale, devenue Bibliothèque nationale de France, pour promouvoir la conservation préventive des documents graphiques. C'est-à-dire que j'étais chargée de rédiger une newsletter en anglais pour toutes les bibliothèques patrimoniales du monde entier et les inviter à mettre en place des politiques de préservation de ce patrimoine graphique, donc de l'histoire de l'humanité sous forme écrite, manuscrite ou imprimée, et plutôt que de restaurer ce patrimoine, parce que la restauration coûte très très cher. Donc mettre en place des, des systèmes, une organisation qui fait que les livres sont conservés dans de bonnes conditions, température, hygrométrie, etc. Donc, dès le départ, en fait, dans ma carrière, j'ai dû communiquer sur les livres en plusieurs langues, puisque cette newsletter, elle était rédigée depuis la Bibliothèque nationale à Paris, mais elle s'adressait aux bibliothèques du monde entier et on avait des correspondants sur tous les continents. Donc, la newsletter était en anglais. Bien sûr, il fallait traduire des articles en français. Et puis après, comme on couvrait toute l'Amérique latine, il a fallu traduire des articles en espagnol. Et puis on avait des correspondants japonais, des correspondants en Russie, des correspondants en Afrique. Après, eux-mêmes se faisaient le relais de cette information dans leur continent et pays. Donc, dès le départ, j'ai été confrontée à communiquer en plusieurs langues dans le monde du livre. Après, je suis passée à l'Association des bibliothécaires français où j'ai dirigé la revue, la nouvelle revue de l'ABF. Et là, j'avais une vue transversale sur toute la vie du livre en France, puisque l'ABF est l'interlocuteur du ministère de la Culture pour la vie des bibliothèques. Elle s'est beaucoup battue pour le droit d'auteur, notamment. Elle a des interlocuteurs aussi dans d'autres pays. Donc, je voyais tout ce qui se faisait dans le monde du livre et c'était extrêmement intéressant. Et c'est là que je me suis intéressée dans le cadre des numéros spéciaux que je réalisais pour la revue, notamment des numéros sur les livres d'artistes, des numéros sur l'interculturalité, sur la petite édition. Ça m'a vraiment passionnée et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en France, je parle des années 2000 environ, il y avait vraiment très très peu de livres bilingues. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais finalement pas énormément. Hein. On ne trouve pas de rayon, de secteur livres bilingues ou multilingues dans les librairies. Ça vient gentiment dans les bibliothèques parce que la société nous pousse à ça. La migration, quelque part, nous invite à nous ouvrir aux autres langues et cultures des gens qui viennent chez nous. Mais
mais ça reste encore très, très timide. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en France, il y ait si peu de livres bilingues, notamment pour les enfants. J'étais aussi mère à l'époque de deux petites filles nées de pères italiens. Donc, la question du bilinguisme, comme beaucoup de personnes finalement qui se penchent sur l'édition bilingue, qui font de l'édition bilingue, euh, en général, c'est parce que ça nous touche au cœur de notre vie, de notre famille. Donc, voilà, j'ai travaillé, j'ai vécu dans un contexte où j'ai créé un contexte familial où le bilinguisme était présent. Et forcément, étant passionnée de lire, étant passionnée de langue et étant toujours à la découverte de nouveautés, d'autres cultures, forcément, j'ai eu envie de créer une maison d'édition qui regroupait ces centres d'intérêt parce qu'il me semblait que la société avait aussi besoin de ça. Ces familles bilingues, qu'est-ce qu'elles lisent comme livres en deux langues à leurs enfants? Ben, pas grand-chose. Et finalement, du bilinguisme, de l'édition bilingue, j'ai fait plutôt de l'édition plurilingue. Ça, c'est parce que peu après avoir travaillé sur cette question des livres en d'autres langues que le français en langue, je suis partie, j'ai moi-même migré en Suisse, qui est un pays plurilingue. Et alors, c'est vite dit comme ça parce que chaque canton, en fait, a une langue de communication, une langue cantonale qui est la langue officielle. Donc, on communique dans une langue finalement officielle dans chaque canton. Il y a quelques cantons qui sont bilingues, mais ce n'est pas la majorité. Donc, moi, j'étais dans un canton suisse romand où on parle le français. Donc, finalement, on retrouve dans les librairies ou les bibliothèques de ces cantons ben voilà, des secteurs uniquement francophones. Ça bouge un petit peu depuis, mais quand même, le plurilinguisme est présent dans ce pays, c'est dans la Constitution suisse, alors que la langue française, dans la Constitution française, fait partie vraiment de la condition d'être citoyen français. La République est une et indivisible et on parle le français. Donc, c'est quand même une autre approche et une plus grande ouverture aux langues, disons, en Suisse romande. Donc, je me suis trouvée dans un environnement qui était porteur de ça, d'où l'idée d'avoir fait des livres dès le départ en plusieurs langues. Très bien. Alors, donc, vous abordez un sujet assez intéressant parce que les éditions de livres bilingues, il y en a, avec des romans, etc., mais c'est plutôt pour un public plus adulte. Dans votre cas, quand vous parlez de livres bilingues ou multilingues, en fait, vous travaillez plutôt avec un public d'enfants, si j'ai bien compris. Tout à fait. J'ai commencé pour un public d'enfants parce que je me suis dit, c'est là que ça commence, la transmission de l'apprentissage, de rentrer dans la littératie, dans la lecture, dans l'écriture. Ça commence par lire des livres le plus tôt possible aux enfants. Donc, les enfants qui sont nés dans une famille où il n'y a pas que le français, il faut qu'ils puissent avoir accès à leur langue à travers des livres, effectivement. Alors, je dois beaucoup à une bibliothécaire, une dame vietnamienne que j'ai rencontrée à Paris. Quand j'ai eu mon projet finalement de créer des éditions que je voulais au départ bilingues, j'ai rencontré cette femme à qui je rends hommage, qui s'appelle Nguyen Thi Chilan, et qui travaillait à la bibliothèque Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement. Et je l'avais entendue dans une conférence dire qu'elle trouvait que c'était nécessaire qu'il y ait des livres dans d'autres langues, parce que par exemple, dans ce quartier du 13e arrondissement, elle voyait beaucoup de mamans qui arrivaient à la bibliothèque et puis qui disaient mon fils, il a ramené, qui lui faisait comprendre. À la bibliothèque, il y avait quelques livres bilingues pour les enfants, français-anglais. Les enfants qui sont scolarisés, ils en prennent des livres, ils les ramènent à la maison et les mamans voyaient ces livres bilingue français-anglais, puis elle disait, mais moi, je veux le même en français et chinois. Et elle s'est dit, moi, je vais créer un petit outil pour ces mamans, je vais bricoler un petit truc dans mon coin. Et puis moi, j'ai rencontré Tilan à ce moment-là et je lui ai dit, bricolons ensemble. Donc, on a sorti un premier imagier tout petit qui s'appelle Le Joyeux Noël en 10 langues, finalement. On l'a conçu ensemble. Donc, je dois beaucoup à Tishilan. Je ne sais pas où elle est en ce moment. Je sais qu'elle est à la retraite,
Et si jamais elles tombent sur cette vidéo, eh bien, qu'elles reprennent contact avec moi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir de ces nouvelles. Ça, c'était le D'accord. message personnel. Et donc, vous avez légèrement fait mention à des imagiers. Donc, vous faites des imagiers. J'ai vu aussi que vous faites des abécédaires. Donc, mais toujours dans la perspective de plus d'une langue pour les enfants dans le cadre d'un éveil aux langues Oui, aussi. c'est ça. Finalement, je me suis dit, plutôt que de sortir des livres français turc, français arabe, français chinois, français albanais, euh, ben, je vais mettre toutes ces langues. Alors, c'est sûr qu'au niveau d'une famille, ça fait peut-être beaucoup de langues. En même temps, il y a des familles qui s'intéressent aux langues. Normalement, les langues, ça intéresse tout le monde parce qu'on est fait de langues, on est des êtres de langage. Mais j'ai plutôt pensé collectif et je me suis dit, ben, si je mets plusieurs langues, 10 langues, des fois j'ai un imagier en 17 langues par exemple, euh, ça permet un vrai travail scolaire sur l'éveil des langues et aussi un travail d'intégration au niveau des langues maternelles qui sont parlées dans les classes. Il y a une façon de dire, eh ben, dans une classe, maintenant, il n'existe plus, je pense, une classe en France où il y a un seul élève qui ne parle que français. Il y a même des classes dans certaines régions de France où à 99% les enfants parlent turc d'abord, et puis ils apprennent le français à l'école, donc il faut des outils. Il y a peut-être des fois un qui parle arabe dans le coin, et puis il y a peut-être un petit albanais ou un petit polonais. Donc je me suis dit, ben, euh, il y a cette richesse des langues qui sont là dans les familles, dans les têtes des enfants. Ils sont constitués de ces langues. Mettons ces langues ensemble pour que la classe s'éveille à toutes ces langues et s'y intéresse. C'est une façon d'intégrer aussi les enfants et les familles avec leur langue. Et c'est les ouvrir à cette merveilleuse découverte que sont les langues. D'un point de vue écrit, ça c'est dans les livres, on observe. L'image fait le lien entre le mot français et le mot dans la langue de l'enfant. L'idée, c'est aussi que l'enseignant, il a pour mission de l'enseigner comment on dit ce mot en français à l'enfant, mais qui s'intéresse aussi à l'enfant, qui lui demande, eh ben, toi, dans ta langue, on le dit comment, et toi, dans ta langue. Et là, on crée ce qu'on appelle le répertoire linguistique de la classe, et on crée une communauté linguistique avec des langues qui sont acceptées, parce que au début de notre entretien, vous avez parlé de grandes langues. En théorie, vous le savez, vous êtes linguiste, il n'y a pas de grande langue ni de petite langue. Il y a des langues qui ont toutes leurs Par rapport spécificités, au nombre de personnes qu'il a. mais il y a des représentations sur les langues. Et effectivement, il y a des grandes langues économiques, le français, l'anglais, le chinois, le russe, on pourrait dire, l'arabe aussi. Mais selon où on se trouve, elles sont perçues comme grandes langues subies ou pas, plus ou moins acceptées. L'arabe, c'est une grande langue culturelle et économique. En France, c'est une langue qui dérange un petit peu quand même. Donc, l'idée, c'était qu'il n'y a pas de petites langues ni de grandes langues. Il y a celles qui sont parlées dans notre environnement et comment les mettre en valeur finalement à travers des livres avec l'image qui fait le lien entre, entre les parlers et la réalité aussi de notre environnement. Qu'est-ce que c'est que pour un étranger vivre en France et aussi voir voilà, une cafetière, c'est pas la même qu'en Turquie. Donc, c'est la reconnaître, c'est savoir la nommer en français et dans sa langue, par exemple. Et, oui, c'est très bien. Je reviens rapidement sur cette histoire des grandes langues ou des petites langues, effectivement que ça n'existe pas. Mais il faut dire aussi, il faut se rappeler que parfois, entre les enfants, ils vont parler des langues riches et des langues pauvres. Et donc, quand on voit, et j'ai eu dans le cours de mon expérience, quand on fait des ateliers de langue avec des petits, cette notion, elle disparaît quand ils voient que chaque langue a sa spécificité et que chaque langue, elle a sa complexité. Certaines choses sont très simples, sont communes aux différentes langues et d'autres sont très complexes. Mais tant qu'ils ne voient pas ça d'une manière matérielle, et lorsqu'on travaille avec des minorités, souvent il n'y a pas trop cette notion de grande langue, mais il y a, la langue nationale, elle est riche. Oui. Notre langue, elle est petite, elle n'est pas bonne. Et Mhm. donc, effectivement, avoir des livres comme ça avec des
de mots avec des images des différentes langues, c'est intéressant parce que l'enfant, il se reconnaît. Tiens, moi, je parle à la maison comme ça, et toi, donc, tu parles comment? Et c'est assez intéressant comme démarche. Mais pour l'instant, c'est pas encore très répandu. Donc, dans votre cas, puisque c'est pas très, très, très répandu, comment vous faites pour euh, arriver à la sensibilité, c'est au niveau des médiathèques. Apparemment, vous avez beaucoup de contacts avec des bibliothèques et à des écoles aussi. Comment vous arrivez à travailler, à sensibiliser les gens par rapport à tout ce travail? Alors, quand on me le demande, j'interviens sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec une classe ou un groupe plurilingue? Comment on transmet l'amour des livres, de la lecture et on valorise les langues des élèves quand on ne parle pas soi-même les langues des élèves? C'est impossible pour un enseignant d'apprendre les langues. Mais il y a quand même toute une approche euh, à faire. C'est beaucoup une histoire de représentation qu'il faut travailler, de représentation mentale. Comme vous l'avez dit, cette histoire de langue riche, langue pauvre. Euh, on a tous ces représentations-là sur des langues, des cultures. C'est un peu apprendre à détricoter, ça, à déconstruire. Donc, je les forme à cette prise de conscience et puis je leur montre que je travaille beaucoup sur la notion de projet, comment on peut créer un projet artistique, créatif et linguistique à partir des langues. Et certains de ces projets, ben, j'en fais des publications. Euh, voilà, ça donne lieu à des publications. Donc, après, ça fait un peu boule de neige. Euh, voilà, le réseau des enseignants de plus en plus sensibilisés à ces questions, voilà, est là, grossit petit à petit et s'étoffe. Ok. Et j'ai entendu dire que vous avez aussi travaillé avec, vous avez organisé des ateliers de dictionnaire avec des dictionnaires anciens. Ça aussi, Ah, c'est avec du grec, ça peut être assez intéressant pour des jeunes qui connaissent, qui n'ont pas trop l'habitude de, je sais pas, avec les livres, et puis se retrouver avec des ouvrages très anciens. Je vous rappelle juste qu'on a 5 minutes. d'accord. Alors, je vais répondre à votre question, puis on va conclure. Alors oui, j'ai fait un très beau travail avec des lycéens que j'ai mis en condition d'enquêteurs de langue, en m'appuyant sur le fonds d'une médiathèque, la bibliothèque municipale de Vesoul, qui a un fonds ancien de dictionnaire multilingue, dont le plus ancien date quand même du XVIe siècle, de 1513. C'est un recueil de 6 pièces avec de l'hébreu, de l'arabe, du syriaque, du guèze. euh, Bref. Oui. Et en fait, tout le travail, c'était de mettre les lycéens en condition d'enquêteurs en leur disant, ni vous ni moi ne parlons aucune de ces langues. Par contre, en observant comment est construit le livre, on va quand même arriver à deviner son contenu. Et ça, c'est mon travail d'éditrice, puisque moi, en tant qu'éditrice, à mon modeste niveau, je me situe dans la lignée de ces gens qui, au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, ont découvert, sont partis évangéliser le monde. Au début, c'était ça l'idée, c'était de répandre la bonne parole ecclésiastique à travers le monde. Et pour ça, ils ont dû s'intéresser aux langues que parlaient les Japonais, par exemple, pour traduire la Bible en japonais. Donc, ils ont dû s'intéresser à cette langue. Et donc, ils ont dû réfléchir comment on va créer des outils pour que nos successeurs puissent apprendre le japonais, par exemple, et que les Japonais puissent apprendre le latin, puisqu'on doit leur transmettre la Bible en latin. Donc, ils se sont posé des questions d'éditeurs, comment on va mettre en valeur les langues, expliquer, différencier les langues, organiser ceci. Et c'est un travail que j'ai dû faire aussi en tant qu'éditrice, avec 10 langues dans un livre, comment je les valorise toutes, comment je les différencie, etc. Donc, fort de cette expérience, je les ai mis dans une situation d'enquêteur. Observons, découvrons, et en fait, on s'aperçoit que même si on ne connaît pas les langues et si on n'arrive pas à lire le livre, on arrive à découvrir quand même beaucoup de choses. Alors, il y a aussi tout un travail sur le papier, la reliure, les ex-libris, enfin tout un travail autour du livre qui est absolument passionnant. Et
Donc, effectivement, ça a donné lieu à des publications en interne, à la réalisation de leurs travaux qu'on a diffusés juste auprès du collège, des élèves et de leurs familles. Et c'est un très, très beau travail qui est passionnant. Parce que c'est l'histoire d'humanité hein, qu'on découvre, parce que l'humanité a dû trouver des techniques quand il a fallu, quand Louis XIV a commandé le premier dictionnaire français-chinois qui s'est terminé en fait sous Napoléon, là c'est quand même étendu quand même sur 3 siècles, qui est un magnifique dictionnaire long comme ça, épais comme ceci en 2 tomes, il a fallu fondre des caractères chinois spéciaux qu'on appelle vie du régent. Donc, il y a eu toute une technique qui s'est développée. Et quelque part, plusieurs siècles plus tard, au XXIe siècle, en tant qu'éditrice, quand je dois mettre de l'arabe sur une même page avec un caractère latin, j'ai des problèmes techniques gérés par je dois gérer, des problèmes posés par les logiciels que je dois gérer. Donc, voilà, j'ai créé une maison d'édition pour rendre hommage aux langues, aux écritures, qui est ma grande passion, aux graphies et aux humains qui les portent. Et pour valoriser aussi, on n'est pas des êtres monolithes, on est des êtres pluriels. On est tous porteurs de plusieurs cultures, souvent de plusieurs langues, oubliées ou pas, les langues de nos ancêtres, les langues de nos amis, de nos cousins, de nos collègues. J'ai voulu créer des livres en fait qui accueillaient la diversité que nous sommes et qui se dévoile à travers les langues, tout simplement. Qui nous représente, Comment? la diversité qui nous Qui nous représente. représente, tout à fait. On est des êtres métis, qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à certains, on est tous des migrants, on est tous métissés. C'est le message en fait que je transmets aussi à travers mes livres. J'ai aussi des petites collections qui accueillent des récits de migration, d'être plurilingue. Toute la question de langue, voilà, je la traite à travers les éditions Maigret-Lude. D'accord. Et Maigret-Lude veut dire? Alors, c'est un mot valise constitué de migre comme migration, lude, ludique, parce que j'essaye de rendre cette approche des langues par une belle typographie, quelque chose de ludique, d'agréable à regarder. Et j'ai certains livres qui ne manquent pas d'humour aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de s'amuser avec les langues. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay sur l'espace Marcom après le Salon du Livre, donc à partir du 5 ou 6 décembre. Vous pourrez également le retrouver en replay sur YouTube, sur le YouTube du Salon à partir du mois de janvier. Merci à tous et à tous, une très belle journée, à très bientôt sur le Salon. Au revoir.